Amis auditeurs de Radio M, il n'y a pas d'équivalent à ce que vous venez de voir, une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Où est-ce qu'on peut voir ailleurs dans le monde un événement qui nous permet de revoir toute la planète, toute sa diversité, ses couleurs, de prendre le pouls des peuples, de découvrir de nouvelles évolutions. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une délégation des athlètes réfugiés. C'est cette cérémonie qui me l'a appris. Vous avez vu les drones, 1850 drones synchronisés au-dessus du stade de Tokyo? Eh bien voilà, j'étais arrivé devant l'écran en me disant, ma fille c'est le Covid, il n'y a pas de public, il n'y a pas de stade. Et puis, comme à chaque fois, la magie des Jeux finit toujours par opérer. À la fin, Naomi Osaka, Métis, qui l'attendait, qui allume la flamme olympique et qui nous a déclenché une émotion comme celle de 1996 lorsque Mohamed Ali est arrivé à Atlanta pour allumer la flamme olympique. C'est toujours un moment magique, les JO. Et c'est parce que c'est toujours un moment magique que Radio M a choisi de se lancer dans le sport à la faveur de ces Jeux Olympiques et que Radio M va vous accompagner pendant la quinzaine, décortiquer avec vous chaque jour, chaque engagement, d'abord celui des Algériens, chaque épreuve avec des spécialistes et ensemble, on va refaire les Jeux. On refait les Jeux, c'est l'émission que va présenter à partir d'aujourd'hui notre ami, ancien champion d'Algérie en hauteur, Saddiq Touaoula, autour de lui plein de talents et peut-être aussi des athlètes qui ont participé aux Jeux qui seront rentrés entre-temps. Donc, bienvenue sur Radio 1 pour ce nouveau format et bonne quinzaine. Les Jeux, ça vaut le coup. Il faut se déconnecter de tout et se mettre devant sa télévision, voyager, profiter de cette évasion. La planète entière va en profiter. Bonsoir à tous, marhaba bekoum, saha aidkoum, bienvenue dans votre nouvelle émission On refait les Jeux, une émission dédiée 100% aux Jeux Olympiques. À ma droite, ce soir, Ndjela Akouf, bonsoir. Champion d'Algérie, vice-champion d'Afrique, présidente de l'association Algerian Coaches and Swimmers Foundation. Bienvenue. Merci. Malik Louhla, bonsoir. Bonsoir. Recordman d'Algérie, ancien athlète aux Jeux Olympiques de Sydney et d'Athènes. Marhaba bik. Merci. Mohamed Hussein, bonsoir. Bonsoir. Coach olympien, notamment Bayar Houli, l'Arbi Bourada. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci. Alors, on va commencer tout de suite l'émission avec la vidéo, un petit résumé de la cérémonie d'ouverture et voir notre délégation rentrer en direct dans le stade olympien de Tokyo. Alors, bon retour les amis. Alors, qui d'entre vous a vu la cérémonie en entier? Malik, Ndjela, comme vous l'avez tous vu. Ndjela, comment tu as trouvé la cérémonie? Une cérémonie d'ouverture à huis clos? Enfin, c'est exceptionnel comme cérémonie. Après, ils ne sont pas désignés sur les moyens, c'est vrai. Ils ont utilisé beaucoup de technologies. Sauf que, enfin pour moi, je parle pour moi, l'absence du public a laissé son empreinte. Malik? Pareillement. Je pense que bon, ces jeux-là sont historiquement inédits, donc je pense qu'il n'y a même pas lieu de comparer avec d'autres jeux. Ça a été une cérémonie sobre, sans public, forcément ça pèse sur l'ambiance. Après, on prend les choses comme elles sont par rapport à la pandémie, par rapport à tout ça. On dira qu'on est quand même content de retrouver les Jeux. Oui, le plus important, c'est de retrouver les Jeux. Maintenant, c'est le coup d'envoi des cérémonies d'ouverture. C'est toujours un moment exceptionnel avec plein d'émotions que de faire une cérémonie d'ouverture. C'est une chose magnifique dans la vie d'un sportif, que ce soit entraîneur ou athlète ou un dirigeant. Maintenant, elle a eu lieu. Bon, je m'attendais un peu plus en matière d'innovation par rapport à Pékin, par exemple, ou par rapport à Athènes. Mais l'essentiel, c'est que les Jeux ont bel et bien commencé. On va pas se plaindre, on ne va pas bouder notre plaisir et on va vivement
pleinement vivre ces Jeux avec les émotions, avec les tout, c'est les Jeux Olympiques, ça reste les Jeux Olympiques. Tu étais présent à Athènes, Malik aussi était présent à Athènes. Vous trouvez qu'Athènes, c'était même comme ça, c'est mieux qu'à la japonaise? Toi, je pense à Athènes, c'était beaucoup mieux. C'était beaucoup mieux. Peut-être parce que tu étais présent. Enfin, pour moi, personnellement, la meilleure cérémonie d'ouverture que j'ai, j'ai eu le privilège de faire trois Jeux Olympiques, Athènes et Pékin et Rio. De très très loin, Pékin, c'était hors catégorie. Mais bon, toujours est-il que une cérémonie d'ouverture, c'est une cérémonie d'ouverture. Hier, dans un documentaire, une judokate française disait que ça ressemblait à un asile psychiatrique. Déjà, qu'en penses-tu? Un asile psychiatrique, c'est quand même fort, non? Il faut être à sa place pour s'exprimer. Après, c'est vrai que la plupart des athlètes se plaignent du fait que tout le monde soit cloîtré dans sa chambre. Il n'y a pas l'échange, il n'y a pas de village olympique, on va dire. Donc, et le sport, qu'on le veuille ou pas, c'est de partager des émotions, voilà. Donc, c'est différent. On fait avec, on s'attendait à ce qu'il n'y ait pas de jeu déjà, donc avec toutes les polémiques possibles et pas possibles. Les athlètes vont pouvoir s'exprimer dans leur discipline et voilà, on va les suivre. Malik, en off, tu disais que si tu étais encore athlète, peut-être que tu participerais pas à ces jeux parce qu'il n'y a pas de public, Déjà, franchement, si j'étais encore athlète avec des conditions pareilles, je crois que je serais... tu serais même pas qualifié au jeu. Je crois que c'est un état psychologique, franchement, tout simplement pas possible parce que nos athlètes actuellement... tous les athlètes du monde entier s'entraînent dans une ambiance de stress permanent par rapport à cette pandémie. Le manque de compétition, le manque déjà les moyens de déplacement, toutes ces restrictions, c'est un stress supplémentaire pour les athlètes. Donc, en ce qui me concerne, je leur tire mon chapeau parce que franchement, si j'étais à leur place, je me serais déjà battu avec Cheikh. Mohamed, je te pose la question, toujours dans la continuité. Nous avons 44 athlètes aujourd'hui à Tokyo. C'est suffisant? C'est pas suffisant? Vu le Covid, c'est pas suffisant vu pour 11 000 athlètes. Il y a 11 000 athlètes présents à Tokyo. Nous sommes que 44. Là, c'est un sujet très vaste parce que je rejoins mon ami Malik pour dire que c'est très particulier, les Jeux, déjà du fait qu'il y a la pandémie qui touche tout le monde, mais particulièrement dans les pays africains, c'est encore c'est une double peine parce que déjà qu'on est prévu, l'essentiel des compétitions se passe aux États-Unis et en Europe. Donc nous, on est prévu, nous n'avons pas le nombre de compétitions nécessaires. Les installations, il faut savoir que d'habitude, la plupart des performances, on réalise dans des meetings, dans des circuits de meetings qui ont lieu en Europe. Cette fois, c'était pas possible. Donc déjà que d'habitude, c'est un peu compliqué, mais maintenant, c'est davantage compliqué, surtout pour les pays africains. Je parle pas que pour l'Algérie, mais c'est le propre des pays en voie de développement ou sous-développés, carrément. Moi, je pense toujours dans la même direction que Mohamed. Je pense que cette pandémie a creusé encore un fossé, un écart, franchement, entre les pays développés et le reste du monde. Donc, justement, il y a une partie des sportifs qui arrivent à avoir des points, à gagner du rythme, à faire des compétitions, et il y a une autre partie qui, par faute de moyens, par faute d'organisation, n'arrive pas à suivre. Le problème de visa, tout simplement. Tout simplement. C'est-à-dire le cas Teleki qui ne pouvait pas... Il n'y a pas que Teleki, l'Arbi, Bourada, Teleki, tous nos athlètes ont souffert de problèmes de visa. Et il faut savoir que maintenant, avec Sébastien Coe, avec le World Athletic actuellement, le système de ranking, pour se qualifier, il faut avoir le maximum de points. Et quand on sait que sur les 365 compétitions qui ramènent 2 points, il y a une seule compétition en Afrique et qu'on n'a pas accès, c'est-à-dire le meeting de Rabat.
C'est-à-dire ça devient quasi impossible. Ça va devenir en plus davantage quand ils vont enlever les histoires de minima, il n'y aura que le ranking. Et on va se diriger dans un modèle à la golf, à la tennis, etc., où il y aura des pays africains de porte-drapeau avec 2-3 participants et puis c'est tout. Donc tu penses que on est dans la fin de l'ère où les pays africains auront un impact. Je tiens à préciser, il y aura des pays africains dans les disciplines africaines, bien entendu, mais c'est-à-dire là, le problème actuellement, c'est l'esprit olympique, c'est l'ouverture à tout le monde, la possibilité à tout le monde d'être sur le même piédestal. Le problème actuel, le véritable problème, c'est nos présidents de fédération, nos responsables qui adhèrent au projet je parle de l'athlétisme, mais c'est aussi valable dans d'autres disciplines, qui adhèrent à des projets qui sont suicidaires pour nous. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre comment nos présidents, les présidents des fédérations africaines en athlétisme, ils ont voté pour le projet de ranking qui fait le système est basé sur le poids et non pas sur les minima. Et donc, nous, on n'a aucun meeting, aucune compétition, que ce soit en Algérie ou là en Afrique. Nedjla, alors 44 athlètes, je te repose la question, 44 athlètes, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu, toi, ancienne nageuse? 44 athlètes, maintenant, on est toujours au point l'Algérie, part toujours avec, que ce soit 44 ou 60, la question qui se pose, est-ce que sur les 44 ou là, les 60 ou là, combien de médailles l'Algérie gagne? Donc, moi, personnellement, je préfère la qualité que la quantité. Après, c'est des points de vue différents. Tout le monde dit que c'est le rêve de chaque athlète, c'est vrai, c'est le rêve de chaque athlète de participer aux Jeux Olympiques, mais il faudrait mettre en place une vraie politique pour permettre à ces athlètes d'avoir des médailles. Et sinon, 44, vu la pandémie, mes amis en l'ont bien expliqué, c'est pas tout le monde qui a pu se préparer, des infrastructures déjà qui n'existaient pas ou peu, et avec les fermetures, c'est un résultat de 2 ans de galère. Malik, toi tu as été élu président de l'association des Olympiens algériens. Cette année, ni le comité olympique, ni le ministère n'a donné d'objectif de médaille, n'importe la couleur. En 2016, c'était 4. Il y a toujours eu un... Est-ce que cette année, c'est en rapport avec ces 44 athlètes? On ne sait pas trop, il n'y a pas de vision, on y va pour y aller? En ce qui me concerne, ceux qui doivent parler de résultats techniques, ce sont les fédérations. Ce n'est pas ni le comité olympique, ni le MJS. Le MJS donne les moyens aux fédérations. Après, c'est aux fédérations de s'occuper de tout ce qui est technique et de parler de pronostics, de parler de tout ça par rapport à en tous les cas, c'est néant. Personne par rapport au n'a suivi, dit quelque chose. Hein. Mais c'est-à-dire actuellement, en ce qui me concerne, c'est rien que de poser la question, c'est déjà gros. On ne peut même pas parler de médailles tant la préparation a été chaotique. Donc je trouve, et je l'ai dit tout à l'heure, 44 athlètes, en ce qui me concerne, c'est un exploit. C'est un exploit. Tout le monde était cloîtré ici. Il y a toujours le problème de fermeture des frontières. La préparation n'a pas été faite. Les infrastructures ont été fermées. Je trouve que 44 athlètes, on s'en tire franchement pas mal. Mohamed, 44 athlètes, on retient il y a beaucoup d'absents durant ces Jeux, des jeunes qui ont raté des minima, notamment Mohamed Belbachir au 800 mètres. L'Arbi Bourada, je reviens, tu es actuellement coach de l'Arbi. Manque de compétition, pourquoi aujourd'hui l'Arbi Bourada n'est pas présent aux Jeux Olympiques de Tokyo? Tout simplement parce que lors des 4 meetings qui ont eu lieu en Europe, les 3 meetings en Espagne, en Italie, Tchèque République, on n'a pas pu avoir le visa pour faire le meeting et prétendre à une qualification.
Qui devait s'occuper de ça? C'est le problème. Non, c'est pas faute d'essayer. Donc, officiellement, l'Algérie était fermée et malgré les sollicitations, nos sollicitations, malgré nos efforts, les efforts du MGS et tout, c'était pratiquement pas possible d'avoir un visa Schengen type touristique pour aller faire les minima, alors qu'on a déposé les invitations, etc., mais l'Algérie était officiellement fermée, on n'a pas pu avoir les trucs à temps, malheureusement. Ensuite, il y a eu un petit moment de flottement, de blessure aussi qui nous a empêché de faire les minima lors des championnats arabes à Tunis dernièrement, mais bon, dans des conditions quasi impossibles, à 40 degrés à l'ombre, 3 athlètes, etc. C'était pratiquement impossible de faire les minima dans ces conditions. Nedjla, on a fait un petit peu le bilan, essayons d'être positifs. Je vous pose la question à 3 plutôt. Des potentielles médailles, un médaillé, une personne en tête. Nedjla, Malik. Nedjla. Des médaillés, moi Essayons d'être positifs. j'attends des... Non, positif, bien sûr, j'attends au moins qu'ils fassent leur meilleur temps. Déjà qu'ils améliorent leur temps, c'est déjà quelque chose. Après, il ne faut pas se voiler là. Mohamed avait dit qu'il y a un problème de visa pour l'athlétisme ou pour la natation ou pour... il y a beaucoup... En parallèle, c'est pour ça que je dis il faut vraiment une politique sportive. En parallèle, on voit des joueurs de foot qui viennent et qui partent. Je ne dis pas, bon, tant mieux pour eux. Mais pourquoi les clubs de foot ou l'équipe nationale de foot peut se permettre d'arriver quand ils veulent et quand ça leur chante? Par contre, les autres athlètes, il faut galérer pour avoir un visa pour aller participer à une compétition. Après, on demande à l'athlète de faire des exploits. Mais ce n'est pas possible. À noter que l'équipe d'escrime, les 4 jeunes escrimeurs, sont restés de retour de stage. Ils devaient faire un pont sur Alger pour partir vers Tokyo. Ils sont restés bloqués en Turquie 5 jours à Tabarka pour des raisons, en Tunisie, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. C'est un peu le cas. Oui, tout à fait. Un médaillé, Teleki, pourquoi pas? Écoute mon ami, on va rester pragmatique. Je veux bien être positif. Je veux bien être positif, mais je te dis encore, si on arrive à placer quelques finalistes, on est pas mal. Moi personnellement, je ne vais pas du tout parler de médailles. Personnellement, je ne vais pas du tout parler de médailles parce que bon, à un moment donné, il faut être objectif, il faut voir la préparation. Moi, je suis comme ça, moi je suis un ancien athlète, je vois toujours comment la préparation s'est faite. Par rapport à la préparation, on peut parler de la suite. Mais dans la magie du sport, on attend toujours des surprises. On a quand même Bidani dans l'haltérophilie qui est quand même 5e classement mondial cette année. Nous avons Teleki qui est 7e, mais entre lui et le 3e, c'est 4-5 cm, à 33, à 37, au triple saut. C'est sûr que par rapport à la magie du sport, comme tu dis, il y a toujours des surprises. On espère de bonnes surprises. Mais voilà, c'est-à-dire il y a toujours quelque chose qui nous ramène par rapport à la préparation et qui nous dit que... Par contre, moi, je suis toujours... j'arrive pas à comprendre les histoires de pronostics parce que d'abord, pour donner un pronostic de médaille, il faut connaître, il faut très très bien maîtriser le sujet, c'est-à-dire ton athlète. Et aussi les autres athlètes, c'est-à-dire tous les concurrents. Je ne vois pas qui peut faire ça, c'est-à-dire analyser, avoir les données, le pronostic pour son athlète. On peut dire par exemple, pour revenir à Teleki, j'ai vu Teleki sauter à Tunis lors des championnats arabes. Je suis persuadé en tant qu'entraîneur de triple saut que le gars il vaut au moins 17,70. J'ai vu sauter à 17,50 dans des conditions pas très 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 optimales. C'est-à-dire le gars il vaut 17,50. Maintenant à 17,50, c'est vrai que cette année on peut prétendre à une place au podium. Donc, mais ça reste de la spéculation, mais enfin pas de la spéculation. C'est-à-dire c'est vrai que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas donner un pronostic. Le plus important, c'est que l'athlète soit au moins réalise un peu sa performance, être au top de sa forme le jour J, et c'est déjà en soi un exploit.
En tout cas, on espère à tous nos athlètes de meilleures performances, que ce soit Teleki, on a Flissé, on a Bidani. On a des athlètes qui n'ont pas fait, enfin, qui ont fait peu de compétitions. Donc du coup, on ne sait même pas où est leur... Il y a des athlètes qui se sont qualifiés en 2017 ou en 2016 même pour les Jeux. Et depuis, on n'a plus de nouvelles. Ils sont qualifiés parce qu'à l'époque, ils étaient dans leur meilleure forme. Mais là, actuellement, on n'a pas sur quoi pronostiquer. L'actualité du jour concernant notre équipe nationale, on parlait des 44, mais on est déjà à -1. Il y a Fethi Nourin qui déclare forfait parce qu'il tombe en round 2 avec un Israélien. Ton avis, Malik, aller aux Jeux Olympiques, se retrouver dans cette situation où on se retrouve, bon voilà, il abandonne héroïsme, où on suit la charte olympique qui dit que voilà, c'est pour la paix. En ce qui concerne les confrontations directes avec les athlètes de l'entité sioniste, je pense que par rapport à l'Algérie, les choses sont claires. Hein. Donc, les Algériens ne reconnaissent pas cet État. Donc les athlètes prennent donc la responsabilité de se retirer. Après, est-ce que la question qui se pose toujours, est-ce que l'athlète et son entraîneur doivent prendre tout sur leur dos et prendre cette responsabilité de se retirer, ou est-ce que c'est une décision, c'est-à-dire à plus haut niveau, au niveau de l'État algérien, pour interdire donc cette confrontation directe? Najla? Bon, personnellement, je respecte l'acte du judoka. Après, moi, je suis partisane du fait que d'aller participer aux Jeux Olympiques, d'emblée, on sait déjà qu'Israël y participe et il y a un risque d'être en confrontation directe avec cette entité on ne reconnaît pas, l'Algérie ne reconnaît pas et le peuple algérien suit là-dessus. Mais dans ce cas-là, dès le départ, on dit, voilà, chaque compétition mondiale où Israël participe, l'Algérie ne le fait pas. Donc parce que l'athlète, il se prive pendant des années pour arriver à faire cette compétition qui est un événement mondial et que chaque athlète, je dis bien, rêve d'y participer, arriver sur place, tout le travail qui a été fait tombe dans l'eau. Ton avis sur... Moi, je pense que de refuser la participation dans de pareilles conditions, ça rentre dans la continuité, dans la tradition des Algériens. Il faut savoir que c'est un acte qui dépasse de très très loin le sport et que je salue, je m'incline devant des positions pareilles. Toujours est-il, il faut que ça soit accompagné par nos autorités, ça soit organisé dans un cadre, même si ce n'est pas officiel, mais dans un cadre, quel que soit le cadre, officiel, pas officieux, peu importe, que l'athlète soit pas pris en charge, mais c'est-à-dire, c'est pas une question de protection, c'est-à-dire que ça soit planifié, Donc tu penses qu'on est d'accord pour qu'il boycotte? Moi je suis pour le boycott parce que je considère que mais tu trouves qu'il y a moins d'impact médiatique, ça veut dire derrière ce boycott? Moi, d'abord la première chose, il faut que le boycott sert à quelque chose. C'est-à-dire il faut que ça soit au moins médiatisé pour dire que nous, notre position est contre l'entité sioniste, qu'on n'adhère pas, qu'on ne reconnaît pas cette entité, etc. C'est une des façons pour exprimer notre position. Il ne faut pas que ça soit la seule. Par ailleurs, il faut que qu'on s'organise pour que cet acte ne soit pas vain. C'est-à-dire, il faut le communiquer, il faut le diffuser, Ces dernières années, l'équipe de l'État sioniste est en progression conséquente. À Rio, ils étaient à une quarantaine. Aujourd'hui, ils sont pratiquement 90 athlètes. À ce rythme 2024, y aura-t-il un Algérien qui va participer au judo? Ils sont en train
d'engager de plus en plus d'athlètes des pays de l'Est, d'Éthiopie, même d'autres pays. Cet état de fait va se présenter à l'avenir de plus en plus. Oui, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que la responsabilité ne doit pas être prise que par l'athlète et son entraîneur. C'est-à-dire, moi je pense, bien sûr que nous saluons la position de l'athlète, mais je pense que l'athlète doit être aussi soutenu par, comme dit mon ami Mohamed, c'est-à-dire avec une décision claire des instances. Quoique, pardon, la décision ne peut pas être officielle parce que c'est contraire à la charte olympique, etc. Mais quand même, on peut s'organiser autrement. On peut s'organiser autrement entre nous, en n'a interne. pas accepté de combattre le premier tour avec Enfin, il a trouvé une astuce. Parce qu'il risque d'être sanctionné. Tout à fait. Quelque chose à répondre? Ben bon, il fallait trouver l'astuce, sinon c'était le seul c'est l'athlète qui sera sanctionné. Après, on en a discuté tout à l'heure. Est-ce que cet acte, on dit que c'est un acte? Je repose ma question, Angela. Est-ce que tu penses que toi tu proposes que on boycotte directement, si dans le cas on boycotte directement. Est-ce que tu penses que c'est aussi une solution de boycotter tous les Jeux Olympiques? Il y a eu le modèle 76, mais c'est pas la même chose. En 76, c'était l'état d'apartheid, c'était beaucoup plus, c'était la fin des colonisations. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus complexe. On va se retrouver à trois. Il y a qui? Il y a l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie qui le font à ce jour. Donc avec Israël qui est en train de doubler ses qualifiés de chaque 4 ans. Donc on va se retrouver, ils vont participer et peut-être gagner des médailles, et parce que on ne va pas les confronter, on ne va pas participer. Il y a les autres pays qui les soutiennent, de toute façon. C'est vrai que c'est une cause, mais il faudrait trouver une solution pour que on soit pas lésés. Qu'on ne soit pas pénalisé. Surtout. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, qu'on y aille ou qu'on n'y aille pas, on se retrouve pénalisé. C'est vrai que c'est un acte, mais malheureusement, il n'y a pas réellement d'impact. Oui, s'il est valorisé l'acte, on n'est pas forcément pénalisé, parce que je considère que ça dépasse de très loin le cadre de sport, et que s'il y a une résonance et que tout le monde, enfin, que c'est assez médiatisé, pris par des relais médiatiques, etc., que quand même ça va apporter quelque chose pour la cause palestinienne, et que ça, enfin pour moi ça vaut le coup. Maintenant, il faut juste bonifier cet acte, ne pas le laisser un acte comme si on va pas participer, et que l'athlète il va pas faire et il se retrouve pénalisé. Je dis pas pour rien, mais pour quelque chose que normalement on peut bonifier un peu plus, beaucoup plus même. Dans un entretien hier, il disait je me suis préparé pour cet événement, on a fait beaucoup de sacrifices, mais la cause palestinienne est au-dessus de tout ça. Oui, c'est louable, hein. C'est louable. Moi, je m'incline devant cette position. C'est sa position, on la respecte bien entendu. De toutes les façons, en Algérie, de tout temps, on a été donc du côté, c'est-à-dire de ce côté-là, c'est-à-dire voilà, rien à voir avec, c'est-à-dire on ne veut rien avoir avec un colonisateur, un État oppresseur. Donc on continue dans notre lancée, et de toutes les façons, nous étant Algériens, nous avons connu les affres de la colonisation et de l'oppression. Donc c'est tout à fait normal que nous réagissons comme ça, et c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et puis le sport politique, c'est d'abord nos parents, nos grands-parents, c'est l'équipe Afalin qui a déjà initié cette façon de dire, d'exprimer, d'utiliser le sport comme moyen de politique, comme moyen de révolution, etc. C'est pas nouveau pour les Algériens. Demain, on aura 8 athlètes qui vont rentrer en lice.
On a Chaabi Houda à la carabine à la comprimée, au tir. Nous avons Bounabi Akram, 22 ans, à l'escrime. Nous avon deux au cyclisme, Laougab et Mansouri. Nous avons à l'aviron Boudina et Aïd Daoud. Ben Chebla et Bouladinat à la boxe. Alors, pour résumer un petit peu, Bouladinat passe directement en huitième de finale. Son concurrent est absent. Ben Chebla, il va combattre le vice-champion du monde, Tuesnov Sanjar. Donc, pour la boxe, bon, bonne et mauvaise nouvelle, comment ça se passe? Hier, nous avons entendu notre ami Mourad Mzien, le DTN de la boxe, qui a parlé donc un peu de tous les boxeurs. Il a effectivement relevé le cas de Bouloudinet qui va commencer, c'est-à-dire son premier combat avec voilà, un boxeur très, on va dire, qui est un peu plus peut-être un niveau un peu plus au-dessus. Bon, maintenant toujours, on revient toujours au fait de la compétition. On ne sait jamais, il peut toujours tirer son épingle du jeu. Et sinon apparemment, pour tous les autres boxeurs qui vont s'engager, apparemment, donc il y en a qui vont passer direct et ceux qui vont passer au deuxième tour, apparemment le tirage au sort est plutôt clément. Oui. On risque, Félicie, pourquoi pas en demi-finale. Il risque en quart de finale. Aujourd'hui, il était le porte-drapeau, lui, Amal Melleh. Félicie, à Rio, il fait en quart de finale. En suivant le tirage, tu penses, Nedjla, qu'il peut aller en demi, pourquoi pas une troisième place? Tout à fait, hein. C'est vraiment jouable. Oui. Non, pour la boxe, on a toujours, on va dire, l'héritage le premier athlète algérien médaillé aux Jeux Olympiques était un boxeur. Oui, bien sûr. Non, de toutes les façons, de tout temps, l'Algérie a été donc elle s'est toujours appuyée sur trois sports qui ont ramené des médailles, donc à savoir l'athlétisme, la boxe et le judo. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'on peut avoir des Donc pour la boxe, tout va bien. On peut dire que tout va bien pour l'instant. Tout va bien pour la boxe. Aussi, même dans les années précédentes, il s'entraînait toujours, c'est-à-dire il pouvait se permettre de faire des préparations en Algérie. En Algérie. Voilà. Okay. L'équipe d'aviron, c'est un peu le groupe choc. Ils sont tombés avec la Norvège, le Canada et la Belgique. On espère un repêchage. Quand même, Boudina, c'est ses troisième JO. Peut-être qu'il mériterait de passer en finale de couples légers. En ce qui concerne l'aviron, apparemment, il y a quand même un petit problème, vu que les deux athlètes n'ont pas pratiqué ensemble depuis un peu plus d'une année. Oui. Donc les spécialistes... Aïd Daoud, pardon, Aïd Daoud qui a participé aux Jeux Olympiques de 2008. À Pékin et qui revient en 2021 à Tokyo. Voilà. Donc ça va, on peut dire mais quand même qu'il a une expérience. L'expérience, mais ensemble, je pense que c'est une autre histoire. Alors que bon, selon les spécialistes, on me dit que Boudina aurait peut-être pu faire une meilleure performance s'il était seul. Bon, maintenant ça c'est une information que j'ai eue par les gens de l'aviron. Après voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. On a aussi le cyclisme. Demain, c'est la finale, c'est la grosse finale. C'est la première grosse, on va dire, finale de ces Jeux. Course sur route. On a l'Agab, accompagné de Mansouri. Il était remplaçant. Il est parti par rapport au Youssef El Guigui qui a été covidé. Demain, c'est la finale. C'est le parcours le plus compliqué de l'histoire du cyclisme des Jeux Olympiques. C'est 4000 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment, on le compare au parcours Larenne du Tour de France. Est-ce qu'il pourra, je pose la question, est-ce qu'il pourra finir la course? On espère. Franchement, on espère. C'est dur de déjà finir, hein, ça sera un exploit. À Rio, c'était très très difficile pour nos athlètes de terminer la course. Ils ont tous pratiquement abandonné.
C'est d'où ma question. Oui, oui. Bon, il faut savoir que les conditions à Rio, il y avait une chaleur exécrable et un taux d'humidité extrêmement important. Mais bon, on avait je pense que Reguigui était le mieux préparé parmi nos cyclistes. Aujourd'hui, il est Covidé, Malheureusement, il est Covidé. Bon, c'est les aléas, c'est les particularités de cette édition, de ces Jeux Olympiques. On espère le mieux pour nos athlètes et c'est tout. Hein. Demain aussi, il y aura, pour finir, il y aura l'escrime, il y aura Bounabi Akram. L'escrime, c'est la plus petite, la moyenne d'âge est de 19 ans. Et on tient à féliciter les deux escrimeuses qui ont réussi, qui ont eu leur bac hier. Donc il y a Mariam Mebarki et Mohamed Belkebir Kautar qui ont eu leur bac. Et surtout que, bon, demain ça sera Bounabi Akram. Mais Mohamed Belkebir Kautar, c'est la fameuse histoire, c'est la fille qui est partie remplacer une autre athlète au championnat d'Afrique en Égypte, seulement 17 ans, qui se retrouve aujourd'hui qualifiée et qu'elle apprend qu'elle a eu son bac à Tokyo. À seulement 17 ans. Est-ce que c'est quand même beau, l'espoir, c'est l'espoir algérien. Hein. J'espère que ça va durer pour elle. Hein. C'est la belle histoire. C'est une belle histoire. Donc, on lui souhaite tout le bonheur du monde parce qu'elle est sur une. Tout est dans le positif, hein, que ce soit au niveau des études ou que ce soit au niveau sportif par rapport à son âge. Moi, je pense. Et surtout qu'elle part remplaçante. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle part remplaçante et qu'elle revient. C'est tout bénef, c'est la magie du sport. C'est ça, c'est la magie. Il y a aussi Mariam Mebarki qui est suivie depuis un bon moment. Je vous invite à regarder une petite vidéo quand elle avait 13 ans. Reda, à toi. Oui, champion d'Afrique. Donc à court terme, tu rêves déjà, Inch'Allah, les Jeux de Tokyo? Oui, bien sûr. Ouais. J'aimerais bien participer à ces Jeux. Hein? C'est mon rêve aussi. Ouais. Mais il faut travailler beaucoup pour y arriver. Et tu penses que c'est possible? Oui, faire ce sport absolument impossible pour moi. Très bien. Alors, ouf. Mariam Mebarki et Sonia Tebboune, ça représente, je vais te dire, des jeunes filles, donc des femmes algériennes, ambitieuses, mais qui ont une ambition individuelle au service d'une ambition d'équipe et de groupe. Les Jeux Olympiques, c'est mon rêve. Inch'Allah, Tokyo, là, Paris, ou là. J'ai connu l'escrime en Algérie par elle. Je ne connaissais pas l'escrime. C'est-à-dire que c'est l'interview Mahmoud Bouguermouh, Mariam Mebarki que j'ai vu sur YouTube. C'est par là que tout a commencé. J'ai contacté Mélisa, je lui ai dit je veux les rencontrer. Et après on leur a dit on veut vous accompagner parce que son rêve c'est de faire les Jeux Olympiques. Donc on a dit à la fédération on veut accompagner cette fille. Après on a connu une deuxième fille, on a dit on accompagne les deux filles. Un, c'est que c'était pas la Tiha le peu, c'est que c'était des jeunes filles communes, algériennes, normales. Deux, qu'elles en voulaient. Trois, qu'elles parlent merveilleusement bien, qu'elles s'expriment merveilleusement, qu'elles sont formidables, c'est tout. إذا ما قدرتش تنجح معناتها كاين عفسه ماشي انت اللي ما حبيتش تنجح ما كانش جو بونس با كاين واحد ما يحبش ينجح في حياته باسكو كاع كي تخاف ما حش دير والو الوغ نحي الخوف الوغ سي بلا خوف سي بلا خوف وتشوف بلي تقدر بون كانت طاليان ديت 3 بلاص وديت بروميير بلاص باغ ايكيب اللي تما سمعنا قصتها من سيتي اون فيغتي اللي راك تعرف في بلادك لهيه في الخارج راك تقولهم بلي كاين بلاد اسمها الجزائر عندها لي كولور تاعها اللي هنا لي كاباب دو تو فير. Elle est magnifique, Mariam Mebarki. Moi, ce que j'ai retenu dans ce qu'elle a dit, c'est quand elle avait 13 ans, elle a dit il faut travailler beaucoup. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, elle a dit rien n'est impossible. Donc, à son âge, voilà, c'est tout dans l'esprit d'un futur champion. C'est justement, moi je pense très sincèrement, au-delà des Jeux Olympiques, on doit montrer ces exemples pour nos jeunes. C'est-à-dire, il y a de l'espoir, tout est possible, tout reste possible à condition de travailler, de mettre les moyens pour. Et c'est justement, si l'État, si n'importe quel État donne les moyens, engage des budgets colossaux dans le domaine des sports,
C'est pour montrer, c'est pour avoir cet état d'esprit dans la population. Et au-delà du sport, normalement, on doit communiquer ça. Ah bah, une pensée à Nabil déjà. Oui, pour avoir soutenu les deux filles. Franchement, elles sont à 13 ans, réfléchir comme elles l'ont fait. C'est ce qui a donné le déclic à Nabil. Voilà, exactement. Espérant que de voir, c'est-à-dire le rêve de quelqu'un à Tokyo et lui-même est emprisonné là actuellement. C'est un esprit mitigé, on va dire, une sensation vraiment, ça me met mal à l'aise, on va dire, personnellement. Surtout une profonde pensée à Nabil Mellah, aujourd'hui qui passe sa 77e nuit en prison, mais que l'athlète, il a cru en elle, elle est à Tokyo. Elle est là, on tient vraiment à le remercier. Il a beaucoup aidé la fédération d'escrime pour réussir à organiser le championnat du monde, pour réussir à organiser plein d'événements et on pense bien fort à lui. Une question, on a vu, elle avait 13 ans, elle a eu un sponsor, un chef d'entreprise qui a cru en elle. Aujourd'hui, et grâce aussi à Mahmoud, Mahmoud Bouguermouh, qui lui a vu avec Nabil. Il a fait aussi pour d'autres athlètes paralympiques, Nassima Saifi et Baka. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne nous manquerait pas des investisseurs comme ça pour les athlètes? Est-ce que les athlètes, on sait que les athlètes, partout dans le monde, ça marche avec des sponsors, ils ont beaucoup de choses. Pourquoi il y a eu Nabil et il n'y a pas eu un autre? Qu'est-ce qui se passe? On manque de marketing sportif? Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Non, le problème, il est plus grand, il est plus vaste que ça. Dans le domaine du sport, il y a deux types de sports. Il y a les sports à caractère lucratif et les sports à caractère non lucratif. Les sports à caractère lucratif, c'est généralement le football, dans certains pays, c'est le basketball, etc. Mais les autres sports, c'est les sports qu'on appelle les flag events, c'est-à-dire le sportif qui travaille pour le drapeau. Et généralement, c'est pris en charge par l'État. On ne voit pas de sportifs de très haut niveau, sauf des exceptions, par exemple, tout pour les meilleurs, mais le reste, c'est la prise en charge, c'est dans un système, dans une politique de sport, il y a une prise en charge par l'État ou l'université dans certains pays anglo-saxons. C'est-à-dire il y a toute une politique de sport basée dans les pays anglo-saxons sur l'université et les collèges parce que c'est payant, le sport c'est la vitrine et donc la prise en charge se fait par l'université. Dans les autres sports, c'est les corps constitués, donc c'est l'État qui prend en charge le développement et le sport d'élite. Et on peut pas se dégager et dire que les sponsors, etc., c'est très bien ce qu'ils ont fait, c'est des cas qu'il faut encourager. Mais il ne faut pas se leurrer et dire que c'est les sports flag events, on les appelle comme ça, c'est flag events, donc c'est l'État qui prend en charge le sport, la pyramide de Maslow, de développement, élargir la pyramide, les relations entre école, université, etc. Malik, c'est pas autrement, c'est pas le modèle. Moi, je suis persuadé en sachant que le modèle qu'on vient de voir était un modèle d'appoint. Je ne dis pas qu'on va dépendre, ma question n'était pas de dépendre d'un sponsor, mais que... c'est très bien, c'est remarquable, mais ce n'est pas ce qui doit constituer la norme. Malik? Ça a toujours été, chez nous, le sponsoring d'apport, ça a toujours été des initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des gens passionnés qui décident à un moment donné d'aider des athlètes ou des sportifs pour arriver à leur objectif. Ça s'est déjà fait par le passé, mais c'est à des degrés, franchement, c'est personnel. Voilà, c'est des gens passionnés qui décident de le faire. Mais vraiment, c'est vraiment des initiatives, c'est rare. Hein. On ne peut pas espérer de la part d'un sponsor d'investir dans un domaine où il n'y a pratiquement pas de visibilité. C'est-à-dire, qui peut investir sur un lanceur de poids? Quelle audience? Il va espérer. C'est-à-dire, même les marques, même les équipementiers, maintenant se retirent de plus en plus par rapport à certaines épreuves qui n'ont pas une résonance, qui n'ont pas une très grande visibilité.
Le seul qui doit investir, c'est les États parce que c'est des sports qui travaillent pour le flag. Les fédérations, je vous pose la question. Fédération, c'est Les- l'État, Les, hein, les c'est- fédérations peuvent. Mais ils ont des Aujourd'hui, sponsors. on voit que les fédérations ont des sponsors, mais c'est des sponsors très minimes. On ne voit pas l'impact. Non, mais- non, Mais je- qui, je- peut, euh, qui va investir, qui va... Moi, je suis toujours, si dirais, prenons les 206 pays Qui sont présents à Tokyo. qui sont présents à Tokyo. Dans des disciplines d'athlétisme, qui ont des sponsors, mis à part par exemple les Français, etc., parce que justement ils ont un marché, parce qu'ils représentent beaucoup d'argent, les équipementiers ou autres, mais le reste, ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité dans la marge qui va investir pour la marche, pour l'athlétisme en général. On prend par exemple les Japonais, c'est vrai qu'ils ont un modèle. Dans le marketing, Leur fédération, dans la le fédération japonaise d'athlétisme, elle est solvable. C'est une fédération qui est toujours positive en matière de budget. Mais parce qu'ils ont le marathon. Si on enlève les courses sur route, personne ne va donner l'argent aux fédérations d'athlétisme, hein. Mis à part les États-Unis, parce que l'équipementier est traditionnellement issu de la discipline, Mark Power, etc. Mais le reste, mais sinon, maintenant, avec le départ des anciens qui ont fondé Nike, enfin, qui ont fondé la marque Nike pour ne citer que Adidas, les gens se désengagent de plus en plus par rapport à certaines disciplines. Ça ne rapporte pas d'argent et donc on ne peut pas investir. Pour les entreprises, Nedjla, il y a le modèle image de marque. Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui, pour leur image, c'est comme Société Générale qui investit partout dans le monde, dans le rugby par exemple. Au tennis. Ou le tennis pour BNP Paribas. Est-ce qu'on pourrait, ton avis, Nedjla? Non, c'est possible. Ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est des disciplines où l'État, il faudrait une politique sportive, c'est clair. Après, les sponsors ne viennent pas, c'est-à-dire prendre ce volet-là et l'État va, ça y est, il y a les sponsors, je fais rien. Non, c'est en parallèle. On a les anciens athlètes, nageurs, qui sont partout dans le monde, on a décidé de faire une fondation rien que pour ça. Et on a pris comme partenaire la fédération. On ne va pas faire ce que doit faire la fédération parce que c'est son travail et le ministère. Mais il y a des actions qu'on fait pour aider quelques nageurs déjà. Donc enlever un poids sur la fédération. Dernièrement, il y a eu le Open de natation en Algérie. La fédération, c'est les sponsors qui l'ont aidé à le faire. Hein. Il n'y aurait pas eu des sponsors, il n'y aurait pas eu d'Open. Oui, donc les nageurs... C'est le rôle de l'État de Oui, répondre aux besoins de l'organisation d'un actuellement- championnat d'Algérie. On ne Mais peut pas se actuellement, désengager à ce point. Oui, mais cette année, c'est différent. Ils l'ont fait pour justement les nageurs qui se sont sacrifiés cette année avec tout ce qui s'est... Moi, j'ai un entraîneur qui a failli faire de la prison parce qu'il a emmené ses athlètes nager dans une piscine. Donc, vous voyez un peu Donc, il y a des sacrifices sans aucune compétition. Aucune. Mais pourquoi sans les sponsors, l'Open ne se serait pas... Il faut de l'argent pour organiser un championnat. Oui, mais c'est la fédération. Oui, c'est l'Open. Ils sont budgétisés. Les budgets n'ont pas été débloqués jusqu'à aujourd'hui. Donc il fallait le faire. Maintenant, il y aura un budget plus tard, mais il fallait faire un championnat en été. Oui, mais ça reste toujours, mis à part dans certaines disciplines et pour certains athlètes. Pour un Tawfiq Makhloufi, c'est vrai qu'il y a une résonance internationale, etc. Mais pour le reste, si un sponsor, ça sera du mécénat, c'est pas le sponsoring. Oui, parce que le sponsoring, c'est le retour d'investissement. On ne peut pas espérer un retour d'investissement pour des disciplines, même pour la natation, etc. C'est vrai qu'il n'y a que les passionnés qui s'intéressent. Tout à fait. Et donc, quel est l'intérêt d'un sponsor ou d'une grande firme Oui, je donne comme exemple Isaac Hadjar, qui est pilote de Formule 4, qui a 16 ans, qui brille en France et que l'Algérie a perdu. Rien que pour cette question de sponsoring. Vous dites que l'Algérie a perdu. Oui. Je ne partage pas trop votre avis, parce qu'on revient toujours au retour d'investissement.
le retour d'investissement dans les disciplines d'automobile, en Algérie, on est bien d'accord qu'il n'y a pas de retour. On va revenir juste à l'exemple de Sidi Saïd, si vous vous rappelez, Oui. qui était sponsorisé par la Sonatrach. Oui. Et franchement, personnellement, je n'ai pas vu le retour d'investissement. On est bien d'accord. Là, on va rentrer dans un autre débat. C'est un autre débat, Oui. mais voilà. C'est dans le même, c'est-à-dire c'est en ce qui me concerne, j'ai pas envie de refaire. Sidi Saïd à 30 ans, l'enfant il a 16 ans, c'est deux approches différentes. Hein. Vu que l'émission sera quotidienne, je vous On propose en discutera d'en parlera dans un autre- encore. y a pas de Ce souci. débat est très très lent. Maintenant, c'est ton moment à toi, Nedjla. Bien sûr. Présente-nous ta chronique d'aujourd'hui. Alors c'est le coup de cœur et coup de gueule. Donc le coup de cœur, je vais commencer par l'équipe norvégienne de beach volley qui, pour moi, franchement, elle a maintenu sa position sur le fait de jouer, des filles, hein. Donc ils ont maintenu le fait de jouer en short parce que la loi dicte que les filles de beach volley doivent jouer en bikini. Et pour elles, c'est une forme de ségrégation et malgré la sanction, et c'est une équipe favorable, hein. Donc c'est les championnes du monde, elles ont décidé de jouer en short et accepter la sanction telle qu'elle. Le coup de gueule, donc c'est le Paris-Pékin Express pour nos 6 athlètes sur les 44 qui sont partis d'Algérie. Ils sont partis il y a 4 jours. Le départ a coïncidé avec le départ des hauts responsables, sauf que Houma, ils ont fait Alger, Doha, Bangkok, Tokyo en 40 heures. Sans ordre de mission, déjà là, il a fallu que, parce que Hamed, comme par hasard, était sur place, donc il est tlaqahum, il n'y avait pas d'ordre de mission, il ne pouvait pas sortir, c'était pas possible. Les hauts responsables, par contre, ils sont partis, ils ont fait Alger, Rome, Tokyo direct. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, Des fois, il y a des coups de gueule, des fois, il y a des coups de cœur. Voilà. Je peux vous répondre? Oui, bien sûr. Donc pour le coup de gueule justement, donc hier donc j'ai entendu parler de cette histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai essayé de m'informer un peu autour de moi et donc j'ai eu la réponse par rapport à ça. Donc il faut savoir que la délégation algérienne démarre d'Alger ou d'ailleurs, parce qu'il y a des athlètes qui sont en Turquie. Oui. Les athlètes doivent arriver 7 jours avant leur compétition. Oui. D'accord. Donc la délégation est morcelée. On est d'accord. Donc, du moment qu'elle est morcelée, donc il y a des petits groupes qui vont partir. Après, il y a un problème de disponibilité d'avions. Il y a des délégations qui vont partir via Doha, il y a des délégations qui vont partir via Istanbul, et il y a d'autres délégations qui vont partir via Rome. Donc la délégation, quand vous dites de hauts responsables, oui. Voilà. Donc c'était le staff médical donc qui est parti de Rome. Et par la suite, il y a d'autres délégations qui vont partir. Donc c'est une question de timing. Je vais dire peut-être de chance, ceux qui auront voilà, leur départ 7 jours avant auront la chance de partir peut-être directement par Rome, et il y en a d'autres qui seront obligés de partir par Doha, ce qui fait cette différence. On a fait un peu le tour. Ces 15 dernières années, les acteurs principaux, on va dire, des Jeux, c'était Phelps, c'était Usain Bolt. Aujourd'hui, il n'y a plus de Phelps. Il n'y a plus de Bolt. Quelles sont les images? Enfin, il y en a plein, mais quels sont vos athlètes, on va dire les nouveaux visages des Jeux Olympiques? On est toujours resté sur Phelps, Bolt pendant 3-4 dernières éditions. Ton athlète, on va dire que c'est un cycle qui se termine, un autre cycle qui va reprendre. En ce qui me concerne, je vais pour parler que d'athlétisme, parce que c'est la discipline que je connais le mieux. Il faut rappeler que juste cette dernière année, il y a eu pas moins de 23 records du monde battus.
Et c'est majoritairement des jeunes athlètes qui vont, c'est-à-dire qui commencent très fort et qu'on verra déjà dans cette édition et dans les prochaines éditions. Moi, personnellement, je choisirais, bon, si vous me demandez de choisir, je choisirais McLaughlin, la coureuse de 400 mètres qui vient de battre le record du monde. Hommes et femmes qui sont. 400 hommes et femmes. Il y a Christelle, voilà. Il y a Warhol, mais voilà. Donc il y a quand même le perchiste Duplantis. Il y en a, hein, ça va venir. Bon, à l'échelle mondiale, le méga star sportif, il n'y en a pas. Après, on est orphelin de Usain Bolt et de Mike Phelps parce qu'ils ont tellement marqué le mouvement sportif avec tout ce qu'il y a autour que maintenant, il n'y a pas un athlète qui a le standing pour prétendre avoir cette résonance. Toujours été, il y a de jeunes athlètes qui émergent maintenant et que maintenant, on va voir l'ensemble des participants la méga star, c'est l'ensemble des athlètes et des participants avec. Nedjla? Oui, enfin pour le moment, moi je trouve qu'il y a une nouvelle génération qui arrive même dans la natation. Donc il y aura beaucoup de noms qui vont sortir. Donc, tu penses notamment à quelqu'un? Je sais pas, l'américain ou pour le 100 mètres. Le Caleb là qui essaie de s'accrocher parce qu'il y a comment il s'appelle, Poporinov, le russe, qui a 47, 30. Qui revient. Non, qui revient pas. Il est là, c'est un nouveau bolide. Hein. Okay. Donc on va oublier le Popov. Hein. Pour un certain moment, on va vraiment oublier le Popov. On ne pourra pas oublier Phelps, par contre. Alison Félix, c'est qui aime jeu. Difficilement, ouais. Difficilement, bien sûr. C'est quand on parle. C'est des légendes. C'est des légendes, on n'a pas oublié Biondi non plus. Qui va oublier Carl Lewis à l'époque. Voilà, je reviens sur Carl Lewis. Ça se peut que Alison Félix égale Carl Lewis c'est sa 5e participation aux Jeux Olympiques, c'est juste incroyable. Et si elle remporte une médaille, elle arrivera au nombre total de Carl Lewis qui est de 9 médailles. Et ça sera les 2 athlètes américains les plus médaillés en athlétisme, hein, je dis bien en athlétisme. Donc ça se peut que, pourquoi pas cette année, est-ce qu'elle est en forme? Oui, d'autant plus qu'elle est mère, elle a une petite fille. Ouais. Donc c'est très intéressant de voir comment elle va réagir avec l'âge, etc. C'est toujours très intéressant, on est là pour ces moments-là, pour les apprécier, et puis c'est les jeux. Pour la fin… Je bondis sur le fait que cette année, les organisateurs ont permis aux athlètes femmes qui ont des enfants d'emmener leurs enfants avec eux. Franchement, oui. Franchement, c'est… Les enfants, les nouveau-nés. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, nous arrivons à la fin de ce premier numéro. Une petite surprise pour vous, c'est tout de suite. Dès cette nuit, il y a un grand rendez-vous de champions, de titans, la course en ligne des cyclistes, une course spéciale, particulièrement dure, la plus dure de l'histoire des Jeux Olympiques, et peut-être, pour comparer sur les courses d'un jour, la plus dure, y compris pour les formats de championnat du monde et des formats de classiques. La course va se terminer pas loin sur les flancs du mont Fujiyama, et on n'aura que des costauds à la fin. C'est le rendez-vous que je vous propose. Il faudra se réveiller à 7 h du matin pour voir les 60 derniers kilomètres, là où la décision se fera. Il y aura l'Algérien Lagab parmi les champions du monde et Mansouri. Il y aura 2 Algériens, mais très probablement la décision se fera entre costauds. Ça sera un match probable entre la Belgique et la Slovénie. Une équipe de Belgique où il y a 2 profils qui sont parmi les favoris, Remco Evenepoel et Wout van Aert. Évidemment, du côté de la Slovénie, il y a le vainqueur sortant du Tour de France, Pogačar, et Roglic, qui est aussi un candidat à la victoire finale. Il pourrait y avoir d'autres candidats. On verra, la course se décomptera dans les 30 derniers kilomètres. C'est le pari qu'on vous propose pour cette semaine. Moi, je prends mon pari. Je pense que Wout van Aert qui va gagner, et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt.
On ne pouvait pas arrêter Ihsan El-Qadi, amoureux du cyclisme, il voulait faire son... Alors ça, on fera ça tous les jours, ça sera un duel, on va essayer de faire des pronostics pour un petit peu dire qui va gagner, qui ne va pas gagner. Est-ce que vous avez des avis? Je sais que vous êtes sur le dépourvu, mais je vous sers encore. Moi, je vais choisir Pogacar je pense qu'il a déjà le rythme du Tour de France dans les jambes. Et pourquoi pas, il va continuer dans sa lancée. Ouais. Je vais pas me mouiller, franchement, je suis pas. On va essayer de faire durant l'occasion, on va essayer de faire un tableau avec des notes. Et celui qui aura les mauvaises statistiques, les mauvais pronostics, on lui mettra une faute. T'as pris le plus sûr. Et si on se prononce pas, on aura un point. Match nul. Non, match nul. 3. Là, pour aujourd'hui, je ne vais pas me mouiller, sincèrement. Après, je souhaite. Je te propose de choisir Remco. Et il est jeune et il peut faire la surprise. D'accord, je te suis. On note Remco. Voilà. En espérant que notre équipe terminera son parcours cette année. On espère que pour toute l'équipe nationale fasse de bonnes performances. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités d'avoir été présents avec nous. On se dit demain à la même heure sur Radio M. Nous allons décrypter ce qui va se passer demain et on parlera de ce qui va se passer pour le 25. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.